Les années 1960 ont marqué un tournant pour la moto. Les bicylindres britanniques faisaient toujours la une, les monocylindres italiens couraient après la gloire en compétition, et le Japon se préparait discrètement à tout bouleverser avec la vitesse, la fiabilité et la production de masse. Mais toutes les légendes n'étaient pas évidentes au premier regard. Certaines motos cachèrent leur génie derrière une apparence modeste ou une petite cylindrée. D'autres étaient éclipsées par des modèles plus tape à l'œil. Aujourd'hui, ces modèles discrets sont rappelés non pas pour leur célébrité à leur sortie, mais pour la façon dont ils ont surpris les motards et façonné l'avenir. Commençons notre compte à rebours avec la moto qui a permis à Honda d'être prise au sérieux comme marque de performance. Notre numéro 15 est la Honda CB77 Superhawk, un bicylindre de 305 cm3 à l'apparence modeste qui a choqué l'establishment britannique. Au début des années 60, les motos japonaises étaient souvent vues comme de simples importations bon marché, bien pour aller au travail, mais pas à la hauteur de l'acier britannique. La Honda CB77 Superhawk est la moto qui a brisé ce stéréotype. D'apparence modeste, elle était pourtant équipée d'un bicylindre en ligne de 305 cm3 développant 28 chevaux, capable de monter jusqu'à 9000 tours par minute, ce qui était stupéfiant. Du jamais vu pour une moto de moyenne cylindrée à l'époque. Sa vitesse de pointe, juste en dessous des 100 miles à l'heure, en faisait une véritable rivale face à des machines 2 fois plus grosses. Ce qui distinguait la CB77, c'était son équilibre entre performance et fiabilité. Alors que de nombreux bicylindres britanniques fuyaient l'huile et nécessitaient un entretien constant, la Honda était douce, fiable et facile à vivre. Les motards américains ont découvert qu'ils pouvaient utiliser la Hawk au quotidien et l'emmener en course le week-end. Le prestige culturel a aussi compté. Steve McQueen, roi du cool, en avait une, et les photos de lui avec la Superhawk ont forgé son image de plus qu'une simple moto utilitaire. Des dizaines de milliers ont été vendus, donc ce n'est pas rare. Mais aujourd'hui, les modèles en parfait état sont très recherchés, car ils marquent le moment où Honda est devenu un acteur de la performance. Les CB77 restaurés atteignent souvent entre 7 000 et 10 000 $ aux enchères, preuve de leur attrait intemporel. Au milieu des années 60, Honda avait prouvé au monde qu'il pouvait jouer dans la cour des grands. Suzuki voulait prouver qu'il pouvait gagner. Voici le numéro 14, la T20 Super 6, une 250 dotée d'une vitesse de plus que ce à quoi tout le monde s'attendait. La Suzuki T20, connue aux États-Unis sous le nom de X6 Hustler, est la moto qui a fait que les motards ont commencé à prendre Suzuki au sérieux. À première vue, elle semblait n'être qu'un autre petit bicylindre japonais, un bicylindre en ligne de 247 cm3 à 2 temps refroidi par air. Mais les motards ont alors découvert son arme secrète, une boîte de vitesse à 6 rapports, la première jamais installée sur une moto de série de cette taille. L'effet fut transformateur. Avec ses 29 chevaux disponibles, la T20 pouvait monter dans les tours librement et rester dans sa plage de puissance à chaque rapport. Le quart de mile s'effectuait en moins de 15 secondes et la vitesse de pointe atteignait 95 voire 100 miles à l'heure, des chiffres qui faisaient rougir bien des 500 britanniques de l'époque. Soudain, des motards sur une modeste 250 doublaient des triomphes et des BSA qui semblaient 2 fois plus sérieuses. La T20 fut aussi un succès d'exportation culturelle. Commercialisée de façon agressive aux États-Unis, elle devint la préférée des jeunes motards en quête d'une ingénierie de pointe à un prix abordable. Suzuki engagea même la T20 dans des courses de série, où sa vitesse prouva qu'il ne s'agissait pas d'un simple gadget. Les rapports de vitesse n'étaient pas le seul champ de bataille. Yamaha trouva son avantage non pas dans la vitesse, mais dans l'élégance. Et au numéro 13, la YDS-3 a introduit une technologie qui a rendu les 2 temps civilisés. Dans les années 1960, les 2 temps étaient rapides mais notoirement salissants. Les motards devaient prémélanger l'huile avec l'essence, ce qui entraînait souvent des erreurs menant à des bougies encrassées, de la fumée, voire des serrages moteurs. Yamaha a changé la donne avec la Abi DS3 en introduisant son système révolutionnaire d'injection d'huile Autolube. Pour la première fois, les motards pouvaient simplement remplir le réservoir d'essence comme sur un 4 temps et partir, la moto gérant automatiquement la lubrification. Sous le carénage, la YDS3 était équipée d'un bicylindre en ligne 2 temps de 246 cm3, développant 24 chevaux. La vitesse de pointe tournait autour de 145 km/h, mais la performance n'était pas son seul atout. Le système Autolube rendait la YDS-3 pratique, fiable et bien plus propre que ses concurrentes. Elle a transformé les 2 temps, autrefois capricieux et réservés à la course, en motos sur lesquelles les motards du quotidien pouvaient compter. L'influence de la YDS-3 a été énorme.
Elle a ouvert la voie à la domination ultérieure de Yamaha en compétition, des circuits GP au motocross, en prouvant que l'injection d'huile pouvait gérer des moteurs à haut régime sans compromettre leur longévité. Aujourd'hui, la YIDS3 est reconnue non seulement pour sa conduite souple, mais aussi comme le début d'une lignée qui a mené directement aux motos de performance emblématiques de Yamaha. Mais la civilité n'a jamais été le style de Kawasaki. Numéro 12. Là, un samouraï était petite, nerveuse et résolument agressive. Avant que Kawasaki ne devienne célèbre pour ses triples cracheurs de feu comme la Mark III, la marque a testé le terrain avec là un Samurai 250. En apparence, elle semblait ordinaire, une petite bicylindre japonaise dans un cadre simple, mais le cœur de la Samurai était tout sauf ordinaire. Elle utilisait un bicylindre 2 temps à clapet rotatif de 247 cm3 qui développait une puissance impressionnante de 31 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe d'environ 160 km/h. Au milieu des années 1960, c'était stupéfiant pour une moto d'un quart de litre. La Samurai pouvait dépasser de nombreuses 355 cm3 et rivaliser avec certaines 560 cm3 britanniques, surprenant les motards pensant que c'était une moto de ville. Sa boîte de vitesse à 6 rapports maintenait le moteur à haut régime et la conception à clapet rotatif lui offrait une réponse franche à l'accélération. Plus important encore, la Samurai annonçait l'avenir de Kawasaki. Son réglage agressif et ses performances surprenantes reflétaient l'ADN qui donnerait plus tard naissance à la légendaire série Mach. La Samurai montrait que Kawasaki ne se contentait pas simplement de suivre le rythme. Elle voulait prendre de l'avance. Et nous arrivons ainsi au numéro 11, la BSA Spitfire, une bicylindre britannique au style classique qui semblait sage à première vue, mais qui était en réalité l'une des motos de série les plus rapides de son époque. Au milieu des années 1960, BSA luttait pour prouver qu'elle pouvait encore rivaliser dans la course à la haute performance. Le résultat fut la Spitfire Mach 2, deux bicylindres parallèles ressemblant à des motos britanniques typiques mais cachant une vraie vélocité. Propulsée par un bicylindre en ligne OHV de 654 cm3 développant 54 chevaux, la Spitfire atteignait 120 miles à l'heure, plus vite que la Bonneville de Triomphe et à égalité avec certaines des meilleures Norton. La Spitfire n'était pas seulement rapide en ligne droite. Avec ses deux carburateurs à malle et son cadre léger, elle offrait une bonne tenue de route pour son époque. Pourtant, malgré ses performances, elle n'a jamais bénéficié de la même notoriété culturelle que la Bonneville. Éclipsée par sa cousine, la Spitfire est devenue une sorte de trésor caché. Aujourd'hui, ce statut d'outsider en fait une moto de collection discrète. Les chiffres de production étaient inférieurs à ceux de Triumph et il en reste moins, surtout en état d'origine. Aux enchères, les Spitfire peuvent se vendre entre 10 000 et 15 000 $ selon la qualité de la restauration, offrant aux collectionneurs un morceau authentique de la performance des superbikes britanniques des années 1960 sans avoir à payer le prix d'une Bonneville. La puissance brute n'était pas la seule voie à suivre. Numéro 10, la Honda CB92 Bentley a montré que même 125 cm3 pouvaient être habillés pour le sport et pris au sérieux. Au début des années 1960, Honda prouvait déjà qu'une petite cylindrée ne signifiait pas de petite performance. Voici la Honda CB92 Bentley Supersport, une moto qui semblait presque trop sage pour être prise au sérieux. Avec une cylindrée de seulement 124 cm3, beaucoup la considéraient comme un jouet de banlieue. Mais lorsqu'ils l'ont entendu rugir, ils ont compris que Honda avait accompli quelque chose de remarquable. La CB92 était animée par un bicylindre en ligne à arbre à cames, en tête refroidie par air de 124 cm3, développant environ 15 chevaux à près de 10 000 tours par minute. Son poids plume lui permettait d'atteindre 70 miles à l'heure, un chiffre impressionnant pour sa taille. Encore plus impressionnant, elle était équipée de caractéristiques habituellement réservées aux motos de plus grosses cylindrées. Un compte-tours, des freins avant à double cam sport et des détails esthétiques inspirés de la course. La Bentley était fortement commercialisée en Asie et en Europe, mais peu d'exemplaires sont arrivés aux États-Unis, ce qui les rend particulièrement recherchés aujourd'hui. Même si elle n'était pas une tueuse de géants, la CB92 était une déclaration. Honda pouvait prendre même une toute petite cylindrée et en faire une véritable moto sportive. Pour de nombreux motards, c'était leur première expérience de l'ingénierie japonaise à haut régime, une révolution miniature qui annonçait les ambitions de Honda en compétition. Aujourd'hui, les CB92 en bon état sont rares et très recherchés, se vendant souvent entre 8 000 et 12 000 $ aux enchères.
Mais les ambitions de Honda ne s'arrêtaient pas aux petites motos de route. Notre numéro 9, la CR110 Cub Racing, une machine si minuscule qu'elle ressemblait à un jouet, mais qui hurlait comme une arme de Grand Prix. Quand on voit la Honda CR110 pour la première fois, il est difficile de ne pas sourire. Avec seulement 50 cm3, elle ressemble à une machine pour enfants, un bolide miniature à l'allure fragile, mais cette moto était on ne peut plus sérieuse. Conçue comme une moto de course de série, la CR110 avait pour but de permettre aux pilotes privés d'accéder à la technologie victorieuse de Honda en Grand Prix. Les chiffres étaient stupéfiants. Son monocylindre 4 temps à double arbre à cam en tête développait 8 chevaux à un régime stratosphérique de 14 000 tours par minute. Cela lui permettait d'atteindre des vitesses de 110 km/h avec un moteur de la taille d'une mobilette. Elle était équipée d'une boîte de vitesse à 9 rapports pour maintenir ce minuscule piston en action et elle s'est rapidement forgé une réputation de quasi-indestructibilité à haut régime. En compétition, la CR110 jouait dans une catégorie bien supérieure à la sienne. Lors des courses de club à travers l'Europe et l'Asie, ces petites Honda ridiculisaient des machines plus grosses simplement en ne ralentissant jamais. Elles étaient légères, précises et fiables, des qualités qui les ont rendues légendaires parmi les pilotes amateurs. Seules quelques centaines ont été construites et beaucoup ont été poussées jusqu'à la destruction en course. Les exemplaires survivants sont extrêmement rares, les machines d'origine atteignant aujourd'hui 30 000 voire 40 000 $. Bien plus qu'un simple objet de collection, la CR110 reste la preuve que la maîtrise technique de Honda s'étendait même aux plus petites cylindrées, mais tout le génie de la compétition ne s'est pas toujours exprimé dans des formats aussi compacts. Notre numéro 8, l'Aermacchi Alidoro, était un monocylindre italien plus imposant, à l'apparence sobre, mais qui a gagné sa renommée sur les circuits de Grand Prix à travers l'Europe. L'Aermacchi italienne est souvent associée à ses scooters et petites motos de route, mais dans les années 1960, elle a produit l'un des meilleurs monocylindres de course de la décennie, l'Alidoro Golden Wing, disponible en version 250 cm3 puis 350 cm3. L'Alidoro était une moto de course conçue spécialement pour la route, capable de tromper un œil non averti. De l'extérieur, elle ressemblait à une simple moto utilitaire, mais entre les mains de pilotes expérimentés, elle remportait des grands prix. L'Alidoro 250 était équipée d'un monocylindre 4 temps refroidi par air, à double arbre à cam en tête, développant environ 35 chevaux à 10 000 tours par minute. La vitesse de pointe atteignait près de 120 miles à l'heure, ce qui était remarquable pour une machine monocylindre. Elle était légère, agile et parfaitement adaptée aux circuits techniques et sinueux des courses européennes. Bien qu'Aermacchi fût un petit constructeur, son programme de course dépassait largement son poids sur la scène internationale. Des pilotes comme Renzo Pasolini ont propulsé l'Alidoro sous les projecteurs, défiant des géants comme Honda et Yamaha dans la catégorie GP 250. Lorsque Harley-Davidson a acquis une participation dans Aermacchi au milieu des années 1960, ces motos de course ont été rebaptisées Harley-Davidson pour la compétition internationale, ajoutant une nouvelle dimension fascinante à leur héritage. La production était limitée et la plupart des motos ont connu une vie de course intense. Les Alidoro survivantes sont aujourd'hui de rares objets de collection, se négociant souvent à 25 000 $ ou plus selon leur provenance. Elles prouvent que parfois, les machines à l'apparence la plus simple peuvent avoir du sang de championne. Depuis l'Italie, nous nous dirigeons vers un autre petit constructeur aux grandes ambitions. Notre 7e choix, la Laverda 650, ressemblait à une Honda au premier abord, mais sous la surface, elle était construite comme un char d'assaut, et aujourd'hui c'est l'un des bicylindres italiens les plus rares de son époque. Au milieu des années 1960, la société italienne Laverda a fait un saut audacieux, passant des monocylindres de petites cylindrées au monde des gros bicylindres. Leur première tentative fut la Laverda 650, une moto que de nombreux critiques ont d'abord rejetée comme une copie de la Honda CB 77, et d'une certaine manière, ils n'avaient pas tort. Laverda a ouvertement étudié la conception de Honda, mais ce qu'ils ont construit n'était pas un simple clone. La 650 était massivement surdimensionnée, conçue pour la durabilité et la performance sur de longues distances. Propulsée par un bicylindre en ligne de 650 cm3 développant environ 55 chevaux, la Laverda 650 pouvait atteindre 185 km/h. Ce qui la rendait unique, c'était sa construction. Chaque composant, du vilebrequin à la boîte de vitesse, était fabriqué avec des tolérances supérieures à celles de ses concurrentes japonaises ou britanniques.
Elle était lourde, certes, mais elle était aussi presque indestructible. Les motards ont rapidement découvert qu'ils pouvaient malmener une Laverda pendant des heures à grande vitesse et qu'elle continuait simplement de rouler. Seules quelques centaines de 650 ont été produites avant que Laverda ne se concentre sur la 750 qui deviendra leur modèle emblématique. Cela rend la 650 extrêmement rare aujourd'hui. Les exemplaires survivants peuvent se vendre à 30 000 $ ou plus, les collectionneurs les considérant comme le socle de la réputation de Laverda. Et alors que les Italiens prouvaient que la robustesse pouvait se cacher dans des formes discrètes, notre sixième choix nous ramène en Grande-Bretagne, où Velocette a construit un monocylindre à l'allure désuète, mais capable d'établir des records d'endurance qui résonnent encore aujourd'hui. Velocette était déjà connue pour ses monocylindres, mais avec la Thruxton, elle a créé sa machine la plus légendaire. À première vue, la Thruxton semblait être un retour en arrière, un gros monocylindre refroidi par air, à une époque où les bicylindres et les 3 cylindres faisaient la une. Mais sous son apparence traditionnelle se cachait une moto conçue pour les courses d'endurance. Le monocylindre à arbre à cames, en tête de 499 cm3, développait environ 41 chevaux, de quoi propulser la Thruxton à 185 km/h. Ce n'était pas la moto la plus rapide du marché, mais ce qui la distinguait, c'était son endurance. En 1961, une équipe de monocylindres Velocette a établi un record d'endurance de 24 heures à Montlhéry, en France, avec une moyenne de 160 km/h, un exploit impressionnant qui a définitivement forgé la réputation de la Thruxton. Velocette n'a produit qu'environ 1100 Thruxton, ce qui les rendait déjà rares à l'époque. Beaucoup ont été utilisés en course, modifiées ou détruites, ce qui rend les exemplaires survivants particulièrement recherchés aujourd'hui. Les collectionneurs les considèrent comme le summum de l'ingénierie britannique monocylindre, une moto qui alliait durabilité, pédigré de course et style intemporel. Et alors que nous approchons maintenant du top 5 des motos dormantes, nous allons nous intéresser à notre cinquième choix, la Norton P11. Quand les courses dans le désert américain ont gagné en popularité à la fin des années 1960, les pilotes voulaient des motos capables d'affronter de longues étendues de sable, de rochers et une chaleur accablante, tout en ayant la puissance pour distancer leurs rivaux sur les portions dégagées. Norton a répondu avec la P11, une moto née de la nécessité et de l'ingéniosité. La P11 était un hybride. Les ingénieurs ont pris le bicylindre parallèle Atlas de 750 cm3 de Norton et l'ont intégré dans un cadre léger de Scrambler Matchless G85 CS. Le résultat était une moto qui ressemblait à un Scrambler dépouillé, mais qui développait 55 chevaux et atteignait une vitesse de pointe d'environ 185 km/h. Dans le désert, c'était un monstre. Les pilotes américains l'adoraient, en particulier en Californie et au Nevada, où la P11 s'est forgée une réputation de traîneau du désert ultime. Steve McQueen et d'autres célébrités pilotes appréciaient des machines similaires pour le désert, et même si la Triumph TR6 attirait souvent plus d'attention, la P11 avait une puissance brute. Son moteur riche en couple lui donnait un avantage pour traverser les lits de sable et gravir les pentes raides. Seulement environ 2500 exemplaires ont été produits et beaucoup ont été détruits lors de compétitions. Les exemplaires survivants sont rares et lorsqu'ils apparaissent aux enchères, ils peuvent atteindre 15 000, 20 000 $, surtout s'ils conservent leur équipement de scramblé d'origine. Si la Norton P11 misait tout sur la puissance brute dans la boue, notre quatrième choix, la Matchless G50 CSR, était son opposé, une moto de route qui cachait secrètement l'ADN d'une coureuse de Grand Prix. La Matchless G50 était déjà une légendaire monocylindre de course, dominant les circuits au début des années 1960. Mais ce qui rend la G50 CSR si fascinante, c'est la façon dont une partie de cette technologie issue de la course s'est discrètement retrouvée sur la route. CSR signifiait compétition, sport et route, et ces motos ressemblaient à de simples monocylindres britanniques du quotidien, mais à l'intérieur se cachaient les fondations d'une machine de Grand Prix. La G50 CSR utilisait un monocylindre de 500 cm3 refroidi par air, développant environ 50 chevaux, ce qui était énorme pour une moto de route monocylindre de son époque. La vitesse de pointe dépassait les 110 miles à l'heure et la tenue de route était d'une précision redoutable grâce au cadre de type featherbed. Pour un œil non averti, cela ressemblait à un autre monocylindre britannique. Pour quiconque tournait la poignée des gaz, il était évident qu'il s'agissait de quelque chose de plus. Ces motos étaient rares car elles étaient souvent produites en petite série ou modifiées par des privés qui combinaient des modèles matchless de route avec des pièces de course de G50. Elles brouillaient la frontière entre la moto de course et la routière.
créant une sorte de sleeper d'usine que peu de gens en dehors du monde de la compétition comprenaient. Aujourd'hui, les véritables G50 CSR sont extrêmement rares. Leur valeur réside non seulement dans leur rareté, mais aussi dans leur authenticité. Elles sont directement liées à l'un des plus grands monocylindres de course du XXe siècle. Les collectionneurs paient 40 000, 50 000 $ ou plus pour des exemplaires authentifiés, ce qui en fait l'un des joyaux de l'ingénierie britannique des années 1960. D'un monocylindre britannique, nous passons à quelque chose que personne n'attendait d'un fabricant de pneus. Notre troisième choix, la Bridgestone 350 GTR. Elle ressemblait à une moto utilitaire bicylindre, mais cachait à l'intérieur l'une des ingénieries deux temps les plus avancées de son époque. Bridgestone est connue dans le monde entier pour ses pneus, pas pour ses motos, mais à la fin des années 1960, la société a construit l'une des motos les plus remarquables et sous-estimées de la décennie, la 350 GTR. En apparence, elle ressemblait à une banale moto japonaise de ville, mais sous le réservoir se trouvait une merveille technologique qui stupéfiait quiconque la conduisait. Le bicylindre deux temps à clapet rotatif de 345 cm3 de la GTR développait environ 37 à 40 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 160 à 170 km/h. Le système à clapet rotatif permettait un contrôle précis du mélange air-carburant, rendant le moteur plus souple et plus puissant que ses concurrents à admission par piston. Elle était également équipée d'une boîte de vitesse à 6 rapports, de freins à double cam à l'avant et d'un style raffiné qui laissait deviner ses capacités sans les afficher ostensiblement. Ce qui faisait de la Bridgestone 350 une véritable sleeper. C'était son contexte. Personne ne s'attendait à ce qu'un fabricant de pneus produise une machine capable de rivaliser avec Yamaha ou Suzuki. Mais la GTR l'a fait. En fait, certains pilotes d'essai l'ont qualifié de meilleur bicylindre 350 du marché. Malheureusement, la politique a eu raison d'elle. Sous la pression des Big Four japonais, Bridgestone s'est retiré de la production de motos en 1971 pour se concentrer uniquement sur les pneus. Aujourd'hui, les collectionneurs considèrent la GTR comme l'une des bizarreries les plus recherchées des années 1960, avec des prix grimpant jusqu'à 12 000 voire 18 000 $. C'est la preuve que la grandeur peut parfois venir des endroits les plus inattendus. Passons maintenant à notre deuxième choix, la Bridgestone 350 GTR. Elle ressemblait à une banale moto de tous les jours, mais sous sa carrosserie se cachait l'un des bicylindres 350 les plus avancés de toute la décennie. Quand on pense à Bridgestone, on pense aux pneus, mais à la fin des années 1960, ce géant japonais a brièvement tourné son attention vers les motos et a produit l'un des modèles les plus surprenants de la décennie. La 350 GTR ressemblait à une petite moto utilitaire raisonnable, le genre de machine qu'on s'attendrait à voir garée devant un bureau. Mais dès que le moteur démarrait, elle se révélait être l'une des moyennes cylindrées les plus avancées de son époque. Au cœur de la machine se trouvait un bicylindre deux temps à clapet rotatif de 345 cm3, développant environ 37-40 chevaux. Cela ne paraît peut-être pas impressionnant aujourd'hui, mais à la fin des années 60, cela plaçait la Bridgestone dans la même catégorie que les 350 de course de Yamaha et Suzuki. Elle était équipée d'une boîte à 6 vitesses, d'une transmission souple et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 105 miles à l'heure. Les motards qui la considéraient comme une simple expérience d'un fabricant de pneus ont vite compris qu'elle pouvait distancer les motos des marques établies. La chute de la GTR ne fut pas due à ses performances, mais à la politique. Les 4 grands constructeurs japonais, Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki, ont fait pression sur Bridgestone pour qu'elle se retire, voyant en la société de pneus un rival indésirable. En 1971, la production de motos a pris fin, laissant la 350 GTR comme une légende éphémère. Mais si Bridgestone a prouvé qu'un fabricant de pneus pouvait construire une moto de classe mondiale, notre premier choix, la Triumph Bandy et la BSA Fury, montrent à quel point la Grande-Bretagne a failli se sauver elle-même. À la fin des années 1960, l'industrie motocycliste britannique était en crise. Honda avait lancé la CB 350, Suzuki inondait le marché avec ses deux temps rapides et Kawasaki préparait la redoutable Mach 3. Triumph et BSA avaient besoin d'un sauveur, d'une moto moderne capable de rivaliser avec l'ingénierie japonaise. Leur réponse fut la Triumph Bandy et son modèle sœur,
la BSA Fury. En surface, elle ressemblait à de banals bicylindres britanniques de 350 cm3, mais à l'intérieur, elles étaient révolutionnaires. La Bandit, tout comme la Fury, utilisait un bicylindre en ligne de 349 cm3 à double arbre à cames en tête, capable de développer 34 chevaux et d'atteindre environ 160 km/h. Le design était léger, vif dans les tours et bien en avance sur tout ce que la Grande-Bretagne avait produit auparavant. Pour une fois, l'ancienne garde semblait prête à riposter avec une moto capable de rivaliser à armes égales. Mais le destin en décida autrement. L'effondrement financier de BSA et Triumph entraîna l'abandon du projet avant sa production en série. Seule une poignée de prototypes furent jamais achevés. On estime qu'il en reste aujourd'hui moins de 10. Certains ont fini dans des musées, d'autres dans des collections privées, mais ils n'ont jamais atteint les salles d'exposition. C'est pourquoi la Bandit et la Fury restent les motos dormantes ultimes des années 1960. Elles avaient l'apparence de modestes bicylindres britanniques, mais elles embarquaient une ingénierie qui aurait pu changer l'histoire. À la place, elles sont devenues les symboles de ce qui aurait pu être le dernier coup de dé d'une industrie incapable de surfer sur la vague japonaise. Aujourd'hui, ce sont des machines de collection à 6 chiffres, presque mythiques, tant elles sont rares. Les motos de cette liste n'étaient peut-être pas les plus célèbres des années 1960, mais elles comptent parmi les plus fascinantes. Et pour les collectionneurs d'aujourd'hui, ce sont des trésors qui racontent l'histoire plus profonde d'un âge d'or.